ont ponctué les séjours à Malabo et à Bata d'Annie Mobunza. Un séjour à succès qui a résolument abouti à l'installation de ces réseaux dans les pays de Teodoro Obiang et Mambasogo. Le réseau des alliances parlementaires de l'Afrique centrale pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle s'est réjoui parce que c'était ça notre mission, d'installer les alliances parlementaires pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans nos différents pays de la sous-région de la CEAC. La partie équato-guinéenne s'est félicitée de cette étape dans les relations parlementaires entre Africains et l'initiative de la députée nationale, élue du territoire de Boudjala dans la province du Sud-Ubangui, est une performance parlementaire de haute facture, autant qu'elle a eu à le faire à travers certains pays africains. Cette parlementaire congolaise maintient le flambeau pour cette lutte vitale contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle et surtout avec sa proposition de loi sur l'élevage, une première dans les annales du Parlement de la République démocratique du Congo. C'est autour d'un dîner lui offert par les membres du bureau du Parlement de la Guinée équatoriale que la secrétaire générale du réseau des alliances parlementaires pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, Annie Mobunza, a clôturé son séjour avec une note très satisfaisante des élus et officiels équato-guinéens. Je l'ai dit au sommaire, des résultats de l'enquête menée par l'IGF dont la gestion de la Banque centrale éclabousse des personnalités. Deogracias Mutombo Mwananiembo, ancien gouverneur de la Banque centrale, Albert Yuma, ex-président du conseil d'administration de la GECAMIN, risque l'interdiction de quitter le pays pour faute de gestion et occasionné de détournement de plus de 25 millions de dollars américains. Le premier président de la Cour des comptes, que vous allez entendre, demande à la DGM d'activer cette mesure. Autant pour les banques commerciales de bloquer leurs comptes respectifs. L'opinion publique se souviendra qu'au courant de l'année 2021, l'inspection générale des finances a conduit un audit sur la gestion de la Banque centrale du Congo. Cet audit a couvert la période allant du 1er janvier 2018 au 30 juin 2020. En date du 8 mars 2023, le rapport d'audit de l'inspection générale des finances a été transmis à la Cour des comptes. Saisi du dossier en vertu de l'article 127 de la loi organique de la Cour des comptes, le procureur général près cette Cour a traduit devant la Chambre des disciplines budgétaires et financières M. Deogracias Mutombo, gouverneur de la Banque centrale du Congo au moment des faits. L'instruction menée par le magistrat instructeur a révélé des faits particulièrement graves, dont entre autres des fautes de gestion ayant occasionné des détournements d'un montant de 25 521 000 dollars au préjudice respectivement de la GECAMIN pour 15 millions de dollars et du Trésor public pour 10 521 000 dollars. Compte tenu de la participation des uns et des autres, jusqu'au niveau actuel des enquêtes menées par le magistrat instructeur, des personnalités de la Banque centrale du Congo, de la GECAMIN et de la Robank sont impliquées dans ce dossier. Il s'agit de Deogracias Mutombo, gouverneur de la Banque centrale du Congo au moment des faits, Albert Yuma Mulimbi, PCA de la GECAMIN au moment des faits, Jacques Kamenga Chumwanga, DG AI de la GECAMIN au moment de fait, Guy Okende Ngongo et Freddy Muganza Beya, tous deux directeurs à la Banque centrale du Congo au moment des faits, et Antoine Kiala Ndombele, directeur à la Robank au moment des faits. Saisi par le magistrat instructeur en ma qualité de premier président de la Cour des comptes, compte tenu de la gravité des faits et de la nécessité que les personnes mises en cause puissent se tenir à la disposition de la Cour des comptes jusqu'à la clôture du dossier, j'ai décidé d'actionner l'article 39 de la loi organique de la Cour des comptes en prenant les mesures ci-après. 1. Le directeur général de la DGM est requis d'interdire aux personnes concernées toute sortie du territoire national jusqu'à nouvel ordre. 2. Les banques commerciales, quant à elles, sont requises de bloquer les comptes des personnes concernées jusqu'à nouvel ordre. L'instruction ouverte dans ces dossiers suit son cours. Et puis cette mise au point de l'IGF qui informe l'opinion nationale qu'elle n'a pas eu à valider un paiement par le Fonds de promotion de l'industrie. Ce chiffre est estimé à 27 millions de dollars américains en faveur de la société Samcret pour la construction de la route nationale numéro 1 tronçon Kananga-Mbujimaï. En effet, depuis le mois d'avril 2022, cette société avait déjà bénéficié d'un paiement de 27 257 727 dollars
américain pour les 10 travaux. À ce jour, l'évaluation des travaux sur le terrain effectuée par la société n'indique qu'une réalisation à hauteur de 3 109 000,30 $ américains, soit un taux d'exécution physique de 11,41%. Ainsi, la société Samcret doit encore justifier le montant de 80 180 018,70 $ américains à sa disposition. De ce fait, il n'y a pas d'opportunité à ce stade d'un paiement supplémentaire, explique ce communiqué de l'IGF à effectuer à son profit. C'est signé Diony Kaninda, chargé de communication. Poursuivons cette édition d'information avec l'ouverture aujourd'hui à Kinshasa des travaux portant la rélecture du Code des Accises. La législation des accises en vigueur en RDC, comprenant le Code des Accises et ses mesures d'application, date de l'année 2018. 5 ans après, certaines de ces dispositions ont subi des modifications par les différentes lois des finances au sujet de la dissuasion des consommateurs sur les produits ayant une externalité négative telle que le tabac, l'alcool, le pétrole et ses dérivés. Dans un environnement caractérisé notamment par la mise en œuvre de la ZLECAF impliquant la suppression progressive des droits des douanes, et à l'initiative du directeur général des douanes et accises Bernard Kabese Moussangu empêché, il s'est ouvert à Kinshasa les travaux de la commission portant rélecture du Code des accises en République démocratique du Congo. Des difficultés techniques qui ont été rencontrées pour l'application de certaines de ces dispositions. Il importe donc de procéder à sa relecture en vue notamment d'y intégrer les modifications intervenues ainsi que les propositions pertinentes émanant des fabricants des marchandises et fournisseurs des services par le canal de la FEC. La revue des propositions évoquées ci haut fait ressortir que les principales préoccupations soulevées portent sur les matières suivantes. La liste des produits d'accise, le fait générateur des droits d'accise et du droit d'accise spécial, la surveillance des fabriques, le taux d'imposition. Dans le budget de l'État pour l'exercice en cours, les recettes des accises occupent une part importante de 29,1% des recettes douanières et accisiennes. Un mot sur la voirie avant d'aborder la sécurité. Le week-end, des travaux ont été lancés, des travaux de la voirie, précisément dans la commune de Bandalungwa, ici à Kinshasa. Travaux lancés par le ministre d'État, ministre des Infrastructures, Alexis Guissaro, en présence de son collègue de la communication et médias, Patrick Mouyaya Katembwe. Ces travaux ont été officiellement lancés au croisement des avenues Inga et Lubumbashi. D'autres avenues de cette municipalité sont également concernées, notamment Kimbondo et Kisangani. Il s'agit de 7,5 km pour la seule commune de Bandalungwa et d'un total de 50 pour l'ensemble du district de la Funa dans le cadre du programme Kin Espoir. D'après le ministre d'État, ministre en charge des infrastructures et travaux publics, son collègue Patrick Mouyaya est l'un des acteurs ayant fait un plaidoyer assidu et un suivi étroit au sein du gouvernement pour parvenir à la mise en œuvre de ces projets de réhabilitation de Kinshasa et particulièrement pour le 7 communes de la Funa, dont celle de Bandalungwa. Nous sommes heureux aujourd'hui de lancer, particulièrement ici à Bandal, dans la commune chère de mon collègue le ministre Mouyaya, qui a bien voulu nous accompagner aujourd'hui, parce que lorsqu'on dit Bandal c'est Paris, maintenant on va le vivre. Bandal est comme à Paris. Du site choisi pour le lancement d'Idi Travaux, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, a conduit son collègue sur le prolongement de l'avenue Assolongo au niveau de la rivière Makelele pour constater l'état du délabrement de la route. Séance tenante, le ministre d'État, ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction a instruit le directeur général de l'Office de voirie et drainage pour le lancement rapide de travaux sur le tronçon. Dans le cadre du projet Oyo, c'est-à-dire que tout ça la gagne, c'est là. Il convient de préciser que le projet Kin Espoir concerne 200 km pour le 4 districts de Kinshasa durant quelques mois,
Plusieurs routes seront revêtues d'une nouvelle robe et elles contribueront à réduire positivement les embouteillages. Une mission de l'inspection générale de la police déployée en Ituri. L'objectif est d'évaluer la réforme de la police dans cette province. Bunia attend la construction des commissariats de police et la modernisation de l'école de la police. Junior Selemani. Évaluer le niveau d'avancement du processus de la réforme de la police nationale congolaise en cours prôné par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est ce qu'a conduit chez le gouverneur militaire, le lieutenant général Lubuyanka Johnny, ce lundi 23 octobre 2023. La délégation conjointe du comité de suivi de la réforme de la police et du programme d'appui à la réforme de cette structure en provenance de Kinshasa. Le chef de la délégation, le commissaire divisionnaire Singa Vola Roger, inspecteur général adjoint de la PNC chargé de la coordination de missions techniques, insiste sur la nécessité d'accélérer ce processus en Ituri. Nous sommes venus pour évaluer le processus de la réforme au niveau de la province de l'Ituri et voir avec l'autorité provinciale ce qui a déjà été fait dans ce cadre-là, ce qui reste à faire, les difficultés, les écueils et ce que nous pouvons faire ensemble pour que ce processus continue de manière efficiente et efficace. Alors, il est également question de recueillir auprès de l'autorité les attentes de la province en ce qui concerne la réforme de la police. Et l'autorité a été très réceptive comme d'habitude. Elle nous a encouragés dans cette démarche-là. Dans ce même optique, pour électrifier la mission de la police nationale congolaise à temps de paix comme sur pied de guerre au profit de la population, le programme prévoit la modernisation de l'école de la police nationale congolaise, la construction de l'antenne de Bunia de l'inspectorat général de la police nationale congolaise. Également la construction des sous-siat en ville de Bunia et ses environs, notamment au quartier Horo, Dele et à la commune de Mbunia, dans les mêmes enclos de l'Assemblée provinciale de l'Ituri, dont la cérémonie de pose de la première pierre est prévue pour ce mercredi. À l'occasion, le gouverneur militaire, le lieutenant général Lubuyanka Johnny, a demandé à toutes les couches sociales de l'Ituri de s'approprier de la réforme de l'armée et celle de la police, dont l'objectif ultime est la protection et la sécurité intégrale de la population. On reste à l'intérieur du pays pour parler de cet événement. La mission Sebco Mwanza, c'est dans la province du Kwilu, existe depuis 110 ans. Une grande manifestation était organisée pour célébrer cet heureux événement. En images, les détails avec Jacques Kababa Mukumina. 1913-2023, 110 ans, jour pour jour, depuis que la mission Sebco Mwanza, secteur de Bindungi, territoire de Massimanimba, dans la province de Kwilu, a vu le jour. Et pour donner un cachet spécial à cette cérémonie riche en couleurs, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dépêché le ministre après le président de la République, professeur Nana Manonina Kyumba, pour communier avec la population et les paroissiens de Sebco Mwanza. Le constat est sans équivoque, car cette visite religieuse était très bénéfique et riche d'enseignements. Dans une communication pleine d'essence faite à Kikongo, Nana Manonina Kyumba n'a pas lésiné à éveiller la conscience des uns et des autres sur la quasi-totalité des sentiments de solidarité, de cohésion, de l'unité nationale, ainsi que les changements positifs. Quand il nous demande les changements positifs, c'est-à-dire qu'il a remarqué que beaucoup de choses n'allaient pas, que la mentalité, il y a un Congolais va répondre vers le développement. Mentalité n'a pas fait aider vers vous développer. Voilà la bête. Place pour détourner Bambongo. Voilà la Tungama. Nous devons changer positivement notre mentalité. Nous devons éviter également les détournements dans notre pays pour son épanouissement. Ce sont de preuves que l'évangile a mis en avant. Les exemples sont les gens, je peux le citer. Mais il faut m'avoir implication. Il y a aussi. Le chef de l'État nous demande l'implication de tous pour atteindre ce développement. Quand on avait conscience qu'il faut mettre tout Tout Bindungi a apprécié ces messages et a promis son accompagnement à la vision du garant de la nation pour le développement d'un Congo fort, debout et prospère.
Le FPI veut se doter d'un cadre de référence et de contrôle interne pour ses marchés publics. C'est dans ce cadre que le directeur général de cette entreprise de l'État a lancé aujourd'hui à Kinshasa un atelier sur l'élaboration des manuels de procédure. Précision Alain Bikaï. Dans le cadre du renforcement des capacités des cadres et agents de la cellule de gestion des marchés publics de son établissement que le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie a procédé au lancement de cet atelier. Pendant 5 jours, les experts de l'autorité de régulation des marchés publics, ARMP, de la Direction générale des contrôles des marchés publics, DGSMP, et ceux de la cellule de gestion des projets et des marchés publics, CGMP du Fonds de promotion de l'industrie, concevront ces documents. Il s'agit d'un manuel des procédures de gestion des projets et des marchés publics dont l'objectif consiste à doter les FPI d'un cadre de référence et des contrôles internes pour ces marchés publics et ses acquisitions. D'où la participation remarquable de l'autorité de régulation des marchés publics et de la DGSMP à cette activité. Dans son monde de circonstances, le directeur général Bertin Moudi Moutisekedi a souligné que ce manuel permettra au FPI de fixer les attributions de la cellule, les étapes et les procédures relatives à la passation des marchés publics conformément à la loi en vigueur en République démocratique du Congo. Le directeur général a invité les experts à poser un diagnostic sans complaisance des marchés publics au sein du FPI et un examen approfondi de la revue documentaire. Ce manuel sera constamment mis à jour en fonction de l'évolution du cadre institutionnel du FPI. C'est pourquoi toute modification devra être approuvée par l'autorité de régulation des marchés publics et de la DGSMP. Il convient de noter que c'est depuis 2017 que le FPI a créé la cellule de gestion des projets et de passation des marchés publics en vue de promouvoir la transparence. Bientôt, en cadre de concertation pour une bonne gestion quotidienne du bois énergie, le Forum national sur l'approvisionnement durable en bois énergie en RDC a ouvert ses portes aujourd'hui. Détail, Nicole Seseploka. Ces assises de 3 jours vont permettre aux participants d'élaborer la feuille de route pour une meilleure coordination de la synergie bois-énergie, car plus de 89% de la population congolaise utilise le charbon de bois pour la cuisson, ce qui accentue la déforestation avec pour conséquence le réchauffement climatique. Le représentant du PNUD s'engage à faire un plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers pour permettre à la RDC d'avoir une bonne politique de la filière bois-énergie. La problématique de la synergie bois-énergie doit être prise en compte dans les politiques sectorielles, a indiqué le chargé de programme de la FAO, Henri-Paul Eloma. L'importance de ces forums avec le secrétaire général à l'environnement. Je suis persuadé qu'à l'issue de ces forums, des recommandations et orientations solides seront formulées à l'endroit des différentes parties prenantes pour faire de notre pays un véritable pays solution à lutter contre le changement climatique à travers un meilleur approvisionnement de bois, énergie, pour que le peuple ou la population, les communautés locales et autochtones puissent être les grands bénéficiaires. Les coordonnateurs provinciaux du ministère de l'Environnement et les experts de la sous-région d'Afrique centrale prennent part à ces forums de haut niveau sur l'approvisionnement durable en bois énergie en République démocratique du Congo. Rendez-vous de demain à Kinshasa. La ville accueille les travaux de la journée congolaise de l'or. Une rencontre pour faire l'état des lieux du secteur aurifère, annonce faite par le comité d'organisation et la chambre de mines. Précision, Mireille Ndeke. 24 octobre 2023, journée nationale de l'or dénommée Wolo à Kinshasa, le décor est déjà planté pour accueillir tous les acteurs de l'écosystème aurifère en RDC. En partenariat avec la Chambre de mines RDC et sous le parrainage de la présidence de la République, ces assises permettront de faire un état des lieux du secteur et de réfléchir sur les différentes questions liées à l'or en partant de son extraction à son exportation, et ce afin d'améliorer les conditions de vie des Congolais, la RDC étant un scandale géologique.
À la veille de ce grand forum, le président du comité d'organisation, Prince Nyampala, avec la coordinatrice de la Chambre de mines, Bernadette Poundou, était face à la presse pour fixer l'opinion sur la tenue de ces assises. L'or apporte de la valeur, mais nous avons estimé qu'il donnait aussi beaucoup plus de valeur à celui qui le possède dans son sous-sol. Nous sommes un pays scandaleusement riche et nous avons l'opportunité de pouvoir faire le tour de tout le tableau de Mendeleev. Donc l'opportunité nous est donnée demain 24 de nous asseoir sur l'or et c'est vraiment l'opportunité pour nous d'insister, de parler, de raconter l'or à la manière où nous le connaissons. Dans sa mission régalienne, celle de donner la vraie information et la promotion du secteur de mines, la présence de la Chambre de mines est donc indispensable. Bernadette Poundou, qui tient à la réussite de ces assises, invite tous les acteurs à emboîter le pas à cette initiative qui favorise l'émergence d'une classe moyenne en RDC. La date du 24 octobre se veut désormais une grande messe de l'or célébrée chaque année. Moment d'espoir sur la paix et le respect des droits humains. Plusieurs personnalités du monde sont réunies au Parlement européen. Ces personnalités ont lancé un message fort à la communauté internationale en faveur du vivre ensemble et de l'harmonie entre les peuples et les nations. David Moubenga. Conformément aux résolutions du Conseil universel pour la paix des nations et continents CULPAC en sigle sur la conférence de la paix universelle tenue du 5 au 6 septembre 2018, la députée au Parlement européen, Maxette Pirbakas, a reçu solennellement le lundi 9 octobre 2023 au Parlement européen de Bruxelles sa grandeur Dominique Condempolo en qualité de ministre universel pour la paix et serviteur de l'humanité. Cette activité en faveur de la paix est aussi un événement inédit car sa grandeur Dominique Condempolo, ministre universel pour la paix, désigné par le CULPAC, est le tout premier serviteur des dieux congolais en particulier et le premier Africain qui s'est exprimé au Voxbox du Parlement européen et reçu honorablement sur le tapis rouge du Parlement européen par Madame Maxette Pirbakas, députée européen, suivi de la visite de ce grand hémicycle de la démocratie européenne. Je viens de la République démocratique du Congo. Ce grand pays qui reprend doucement pour l'état de droit, le développement et le rétablissement de la paix par le courage et la bonne volonté de son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, car nous reconnaissons ses efforts pour le bien-être de son peuple que nous sommes. Christophe Lutundola Achumbe, le Sankoro, s'est mobilisé pour l'accueillir. Unité, cohésion nationale, c'est le message du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Ce dernier a parcouru 8 secteurs de Katakokombe en un temps record. Commentaire de Doris Mozotambwe. En visite dans la localité de Tchumbe au Sankoro, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundola Apalapenapala a été reçu par la population sankoroise, venue nombreuse accueillir son fils. Dans la chaleur fraternelle du terroir, toutes les notabilités voulaient les saluer à sa descente de l'avion. Un carnaval de motos accompagné de chants et danses a animé toute sa route jusqu'au lieu du meeting où s'est mêlé le drapeau de l'ADP et de l'UDPS affichant le soutien sans faille à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Un mot de bienvenue de l'administrateur du territoire à l'intention du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a résumé la situation générale du territoire. Une adresse qui s'est vite transformée en plaidoyer auprès du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le vice-premier ministre, Christophe Lutundola Apalapenapala, a à cette occasion demandé à la population sankoroise de rester attentive pour garantir l'unité de la province et soutenir les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au deuxième jour de sa visite sankoroise, le vice-premier ministre a tenu à effectuer une brève visite au collège Saint-Albert-les-Grands de Tchumbe, son collège d'enfance. Le vice-premier ministre Christophe Lutundola Apalapenapala
comme en pèlerinage, a parcouru 8 secteurs et chefferies du territoire de Katakokombe. À pied comme à bord du véhicule, le vice-premier ministre Christophe Lutundu Apalapena Pala était en communion avec la population qui l'a suivi jusqu'à l'espace du meeting. Politique, dénomination dans l'équipe du candidat à sa propre succession à la présidentielle de décembre prochain. Le secrétaire général de l'UDPS a confirmé la désignation de Jacquemin Chabani et Akassia Bandoubola pour coordonner la campagne de Félix Antoine Tshisekedi. Dans sa nouvelle politique de proximité avec la base de son parti, le secrétaire général de l'UDPS ne loupe aucune occasion pour mobiliser les troupes pour les hostilités électorales de ce 20 décembre prochain. Le dimanche 22 octobre dernier, c'était le tour des membres du parti réunis au sein du collectif Augustin Kabouya à KT23 de la commune d'Engaba d'échanger avec le numéro 1 de leur parti. À l'occasion, le coordonnateur de ces structures informelles de l'UDPS, Papi Madila, a appelé la jeunesse de l'UDPS à s'organiser pour soutenir le visage des proue du parti. En l'occurrence, Augustin Kabouya, prenant la parole, le secrétaire général a exhorté l'assistance à la discipline, surtout à ne pas céder à la provocation des politiciens en perte de vitesse à 2 mois des élections. Séance tenante, Augustin Kabouya a annoncé la désignation de Jacquemin Chabani et Akassia Bandoubola pour coordonner la campagne électorale du chef de l'État. Les 6 membres du présidium de l'Union sacrée qui seront secondés par 8 personnes vont gérer leurs zones linguistiques respectives. Sous l'escorte des combattants, le cortège du secrétaire général a pris la direction du quartier Moussoso dans la commune de Limete où l'attendait une marée humaine. À la grande surprise de tous, un groupe de jeunes délinquants visiblement instrumentalisés par les ennemis des prouesses du parti de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la capitale ont tenté de saboter cette manifestation sans succès. Ici, comme partout où il est passé, Augustin Kabouya a appelé la base de son parti à mouiller les maillots pour la victoire sans appel du parti aux prochaines élections générales. Le CESAC, instance de régulation des médias, informe le responsable des médias audiovisuels et les professionnels de la presse, les acteurs sociopolitiques, les partis politiques ainsi que les représentants des candidats à l'élection présidentielle provisoirement retenu par la CENI qui l'organise en marge du processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Une série de rencontres sur la vulgarisation de textes essentiels du CESAC relatifs au contenu médiatique à diffuser et ou à publier pendant la campagne électorale en vue d'éviter les manquements et toute forme de dérapage. À cet effet, chaque structure est appelée à envoyer un délégué pour participer à ces rencontres suivant le programme ci-après. Demain mardi 24 octobre à 11h30 au centre de monitoring des médias situé au 2e niveau de l'immeuble Likasi dans la commune de la Gombe, place Le Royal, siège du CESAC, les délégués des professionnels de la presse écrite et les médias en ligne. Jeudi 26 octobre 2023, 11h30 dans la grande salle du CESAC, du CEPAS, en face du ministère des Affaires étrangères dans la commune de la Gombe. Le responsable ou délégué des médias audiovisuels, les représentants des candidats à l'élection présidentielle provisoirement retenus par la CENI, ainsi que les délégués de la société civile et les partis politiques. La présence des différents délégués est vivement souhaitée. Ce communiqué officiel du CESAC porte la signature de Maître Bosembe Lokando Christian. Je l'ai dit au sommaire également, lutte contre la crise alimentaire et s'attaquer à la spéculation du prix des maïs sur le marché au Kassai oriental en 2024. 5000 tonnes de maïs sont attendues de la ferme agro-pastorale installée dans le groupement de Bajilanga, dans le territoire de Tshilenge, une ferme agro-industrielle sur l'initiative de la Fondation Marthe Kassalou. Marthe Kassalou, un avenir pour tous, a installé une de ses branches agricoles dans le groupement de Bajilanga, territoire de Tshilenge,
en mettant en place une grande ferme agro-industrielle de 1000 hectares de maïs totalement labourés, semés et sarclés dans le but de réduire la pauvreté et de lutter contre l'insécurité alimentaire au Kasaï oriental. Après avoir parcouru ces vastes champs pour évaluer la croissance des maïs, le coordonnateur de la Fondation Marthe Kassalou s'est dit très satisfait du travail à mi-parcours et donne déjà des estimations de la production. Il a également confirmé que la ferme Marthe Kassalou dispose d'un outil approprié pour une bonne agriculture. Nous envisageons produire 5000 tonnes de maïs en 2024 et nous projetons encore en saison B faire plus pour régler cette hémorragie d'instabilité de prix sur le marché de maïs. Nous avons beaucoup de machines, c'est la révolution de l'agriculture, tout est mécanisé. Nous avons 8 tracteurs, le pulvérisateur, une moissonneuse batteuse, on a beaucoup d'engins et accessoires. Le superviseur du chantier, Ali Moukendi, précise que ce vaste projet s'inscrit dans la vision du président de la République qui prône la revanche du sol sur les sous-sols. C'était avant de démontrer l'impact de cette ferme sur le social de la population de Bajilanga. Maman Aïe a marqué le pas parce qu'il n'y avait pas ça dans ce groupement. Mais aujourd'hui, tout le monde qui travaille ici a au moins mensuellement quelque chose. Celle qui vient aussi pour accompagner touche aussi quelque chose. Donc, il y a déjà l'ambiance dans ce village par rapport dans la circulation d'argent, tout ça. Le chef de groupement de Bajilanga, Jean-Marie Mbouyi Chiswaka Milaou Premier, a remercié Maman Marthe Kassalou pour avoir porté son choix sur le groupement Bajilanga dans la lutte contre l'insécurité alimentaire au Kasaï oriental. La ville de Mbuji-Mayi gagne des places dans le classement des zones les mieux desservies en eau potable en RDC. Avec le projet du renforcement des infrastructures socio-économiques, la province a atteint 51% du taux de desserte. Explication Anita Luamboa. La ville de Mbuji-Mayi dit merci au projet PRIS qui a réussi à offrir de l'eau potable à toute sa population. Sa dernière étape était la pose des pompes qui vont alimenter la zone haute. Ces pompes, il y a la partie haute, qu'on appelle la partie haute, c'est-à-dire vous allez vers les maréchal, Chibombo. Vous avez la partie basse qui tourne autour de Chilomba. Chilomba, il y a un réservoir Chilomba, il y a le gouvernorat et il y a la partie, la ville Miba, donc les maisons de la cité Miba, et l'autre partie qui va vers l'aéroport. Donc ces pompes que nous avons commandées et placées et finies, posées aujourd'hui, ont pour rôle d'approvisionner ces zones-là, qui pour l'instant, les travaux sont en cours pour la phase 2, la phase extension. Le projet PRIS dit avoir accompli à la perfection la mission lui confiée, celle d'offrir de l'eau potable à plus de 51% de la population de la ville de Mbuji-Mayi. Pour ce qui est de sa mission concernant la tâche qui lui a été donnée de travailler sur le cœur de la ville de Mbuji-Mayi, aujourd'hui nous pouvons dire que la mission a été achevée. Vous avez vu la pose de la première pierre qui a été faite. Oui, c'était dans l'atteinte de cet objectif de finir ce projet de la ville. Malgré ces 51% de taux de desserte en eau potable, la population de la ville de Mbuji-Mayi veut voir la zone haute être desservie à l'instar de la zone base avec le projet PRIS. Religion, nouvelle mise en place à la tête du comité de l'église de réveil au Congo, le révérend Paul David Olangui a été désigné au rang d'évêque général et représentant légal de l'ERC. Cet événement était célébré au cours d'un culte d'action de grâce. Outre le chrétien combattant qui sont venus en nombre honorer le numéro 2 de leur communauté qui a été désigné à la tête de l'église du réveil au Congo, il y avait une bonne poignée de serviteurs et servants de Dieu de Kinshasa, membres de cette plateforme du mouvement de réveil. Deux temps forts ont ponctué ces cultes. Le premier, le mot de l'archevêque Dieudonné Kaleta, qui s'exprimait au nom de père fondateur de l'église du réveil au Congo. 3 raisons ont-ils soutenu du choix de Dieu sur le révérend Paul David Olangui. L'archevêque a parlé de l'humilité et de la réjouissance devant l'Éternel et du détournement de l'opinion des autres. Ces mots ont été suivis d'une prière d'action de grâce faite sur le nouvel évêque général de l'RSC et sur son épouse. C'était avant de présenter officiellement à toute la communauté du ministère chrétien du combat spirituel le nouveau président et représentant légal de cette organisation.
Dernier temps fort, le premier message épiscopal du révérend Paul-David Olangui. Pendant leur mandat, a-t-il promis, lui et son bureau vont travailler de ramener Jésus-Christ au cœur des églises et ministère de réveil. C'est ça notre vie, le comité d'aujourd'hui. Et mon tour, nous voulons revenir à ces fondamentaux qui nous ont sortis de Benzambi à la gloire de devenir une confession religieuse. Ces cultes d'action de grâce est tenu en prélude de l'installation, cérémonie qui aura lieu ce samedi 28 octobre 2023 à Kinshasa. Merci Gaëtan Magalano. On termine par cette dénonciation du réseau Mwangaza qui interpelle l'État congolais par le fait qu'il y a absence de réglementation dans les secteurs de l'énergie. C'est le constat fait par ce réseau qui dit ceci. Les entrepreneurs privés du secteur de l'énergie produisent de l'électricité pour leur propre industrie, laissant les communautés locales dans le noir. Détail Christine Lezo. Malgré la libéralisation du secteur de l'énergie, la plupart des entrepreneurs privés œuvrant dans ces secteurs produisent de l'électricité pour leurs besoins industriels. Cette population perd ses terres, voire des lots qui produisent cette énergie. Voilà pourquoi les responsables du réseau Mwangaza avaient organisé cet atelier pour présenter les résultats d'analyse sur l'indemnisation des personnes affectées par les projets d'électricité et les quotas de population dans tous les projets d'électricité. Explication de Eric Kassongo, porte-parole du réseau Mwangaza. Comme vous le savez, le secteur a été libéralisé. La libéralisation fait appel à plusieurs investissements. Et quand les investissements viennent, il faut qu'il y ait un cadre qui protège les communautés locales. Généralement, n'est-ce pas, les privés ou les acteurs, les opérateurs, ils cherchent leurs bénéfices, mais les communautés locales perdent les terres. Ils ont, n'est-ce pas, leurs espaces qui sont pris où ils font le champ. Ils ont de l'eau, ils sont privés au fait de l'accès à l'eau. Les forêts partent parce que ces investissements viennent pour transformer, n'est-ce pas, ou carrément dans le cas du secteur de l'électricité, produire de l'énergie. Tous les participants avaient émis leur vœu de clarifier la législation pour que ces communautés locales se retrouvent tout en respectant leurs droits à l'indemnisation. Nous identifions comme ça des problèmes pour lesquels des réflexions sont menées. Parce que nous sommes dans une stratégie qui consiste à apporter des solutions, à proposer des solutions idoines qui permettent de résoudre le problème que nous avons constaté. Le réseau Mwangaza prévoit dans la prochaine étape de plaider pour la réglementation. Il œuvre déjà pour l'intégration du secteur de l'énergie dans l'ITIE dans le souci d'améliorer la gouvernance et les taux de la desserte pour améliorer l'accès à l'électricité. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi à travers le monde. Je rappelle la principale information. Deogracias Mutombo, ancien gouverneur de la Banque centrale, Albert Yuma, ex-PCA de la GECAMI et consort, risque d'être interdit de quitter le pays. Vous avez suivi le premier président de la Cour des comptes qui a justifié cette décision. Retrouvez à 23h Anita Luamboa pour un nouveau journal. Moi, je reviens demain à 20h. Prenez soin de vous. Bonne semaine.